Oui, il faut ouvrir la PMA à toutes les femmes. Non, il ne faut pas ouvrir la PMA à toutes les femmes. C'est un texte plus que controversé. Le projet de loi sur la bioéthique qui arrive en dernière lecture, alourdi de quelques 2300 amendements. Sa mesure la plus contestée, c'est l'extension de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes. La marchandisation du corps et le recours à la gestation pour autrui. Et on considère qu'entre tous nos principes, par exemple quand c'est pratiqué à l'étranger, bien entendu, qu'on peut acheter la vie d'une femme pendant 9 mois, qu'on peut acheter l'enfant qui est remis à la naissance, qu'on peut acheter le lien de filiation, c'est contraire à tous nos principes. It is like a finger pointing away to the moon. Cet été en France, il y a eu un changement de loi par rapport à la bioéthique, une révision du projet de loi concernant la PMA, la procréation médicalement assistée, et des réflexions aussi sur la GPA, la gestation pour autrui. Et cette révision de loi a fait énormément de bruit, il y a eu beaucoup de controverses et notamment on voyait, notamment sur les réseaux sociaux, des débats faire surface et dire mais c'est une honte et c'est vraiment quelque chose de n'importe quoi, et puis beaucoup d'églises d'ailleurs qui s'exprimaient en disant que c'était absolument pas correct de faire passer cette loi. Christelle, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, mais c'était quoi en fait le débat ? Je ne suis pas expert sur la loi en particulier, mais j'ai suivi les débats aussi. Et c'est vrai que j'ai vu aussi des articles de presse, etc. Un des gros problèmes qui revient souvent, c'est que la loi, elle a été votée au milieu de la nuit, vraiment à 3 heures du matin, un samedi, en plein mois d'août, c'était le 1er août. Ils travaillent vraiment fort, les députés. Ah ouais, c'est pas des chômeurs. C'est pas des chômeurs. Mais ce qui est particulier, c'est que ces députés ne représentaient pas l'ensemble du Parlement, simplement dans le sens où plus de 80% des députés, qui sont donc des élus de la nation en France, n'étaient pas présents. Bah, c'est pas étonnant. C'est en plein été, le 1er août, en pleine nuit, crise Covid. Forcément, vous avez d'autres choses à faire, notamment dormir. Et donc, cette loi est passée. Bon, c'est pas la première loi qui est passée pendant la nuit. Ça arrive, c'est pas si rare que ça. Ce qui est particulier, c'est que c'est une loi qui tourne autour de la bioéthique et donc d'enjeux qui sont particulièrement sensibles. On sait tous que les questions d'éthique et de bioéthique en particulier, qui touchent à la vie, qui touchent à la mort. Et là, à la parentalité, à la gestation. Exactement, c'est particulièrement sensible. Donc ça a été interprété un peu comme du forcing, un effort pour passer en force une loi qui est particulièrement polémique. Bon, ça maintenant c'est l'analyse politique et c'est vrai que je pense qu'on n'est pas sorti de ce débat parce que c'est un débat qui date pas d'hier. Ce qu'il faut réaliser quand même, c'est que là on parle de procréation, donc on parle de personnes. On parle d'individus. C'est-à-dire de personnes qui veulent enfanter, puis de personnes qui vont être enfantées. C'est ça. On parle on parle de personnes en chair et en os. C'est pas juste des situations abstraites. Et d'ailleurs, je suis pas français, hein, je suis belge et j'ai 2 amis en fait puisqu'en Belgique la procréation médicalement assistée est accessible aux femmes célibataires. Sont des amis simplement qui ont décidé d'avoir des enfants seuls. Et donc, quand moi j'entends tous ces débats, je peux pas m'empêcher de penser à mes amis en fait et de se dire c'est beaucoup plus que des concepts, des idées et des situations qui se règlent à coup de 3 lignes de commentaires ou un tweet en fait. C'est beaucoup plus sensible que ça. C'est vrai que c'est sensible, mais en même temps, moi en tout cas, en Amérique du Nord, on assiste quand même à un déplacement du débat politique vers l'émotion, dans le sens où si à chaque fois qu'on veut discuter d'un projet de société, on dit tu me fais de la peine si tu votes
contre ça, si on personnalise le débat pour dire que c'est quand même légitime qu'un État se pose la question, est-ce qu'on veut permettre qu'il y ait une génération d'enfants qui naissent sans père? Je veux dire, on ne peut pas empêcher ce genre de débat-là, même si ce genre de débat-là afflige ou fait mal aux gens qui y sont mêlés. Je veux dire, sinon, on n'a plus de politique. Oui, c'est légitime que des débats qui touchent à la société, parce que certes, c'est vrai, c'est des projets personnels, il s'agit de désir d'enfant, et il faut redire, en fait, quand même la dignité du fait de vouloir accueillir un enfant. C'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose. Au contraire. Mais c'est vrai, je peux comprendre ce que tu dis, JC. C'est vrai qu'en même temps, c'est quelque chose qui est encadré par le droit. Ça touche à des questions d'assurance maladie, de soins hospitaliers, etc. Donc c'est normal que l'État se préoccupe de ça. Et puis ça touche aussi à des questions qui sont fondamentales pour certaines personnes. C'est-à-dire, c'est quoi la vision de la société, c'est quoi la vision de la famille, quelles valeurs on veut transmettre, et puis comment ces enfants sont accueillis, encadrés plus tard. Ouais, mais voilà, en fait, il faut réaliser si ces sujets sont si sensibles, c'est parce qu'ils sont épineux. Et quand même, le débat, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai un peu bouquiné là-dessus parce que c'est des choses qui m'intéressent. J'ai étudié la science politique comme vous le savez, mais j'ai beaucoup de mal à prendre position en public par rapport à ça, même si j'ai quand même des perspectives qui sont relativement claires. J'ai quand même mes idées là-dessus, tout simplement parce que c'est un peu un champ de mine, en fait. Quoi que tu dises, ça risque d'être interprété de façon très sensible. Et moi, j'aimerais qu'on puisse avoir une réflexion saine autour de ces questions, une réflexion qui soit constructive, en fait, et qui laisse la place à l'autre, et en particulier aux personnes les plus concernées. C'est pas parce que tu as une opinion que tu crains pas d'être blessant. Dans le fond, c'est ça ton hésitation. C'est vu que tu connais des gens dans ton milieu qui vivent ces choses-là, tu veux pas les blesser simplement en opinant là-dessus, comme si c'était simplement une question théorique. Et en même temps, est-ce que c'est pas possible d'avoir des opinions différentes et de maintenir un débat tout en ayant des opinions peut-être radicalement opposées? Est-ce que forcément, si on n'est pas pour les choix de la personne, on est contre la personne? Est-ce que ça doit se jouer dans des polarisations comme ça? Ça doit pas, mais c'est certain qu'en ce moment, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, surtout avec les médias sociaux. Je veux dire, la technologie qu'on utilise, encore une question de technologie dans ce podcast-là, mais la technologie qu'on utilise va former la manière qu'on débat. Puis si auparavant, on écrivait un essai ou on faisait des longs discours par rapport à tel ou tel sujet, beaucoup des débats, ça se passe sur Facebook, sur Twitter, en 140 caractères, avec des opinions à moitié définies, puis qui tournent très vite à tu m'attaques, donc je t'attaque, puis ceux qui sont pas d'accord avec moi sont tous des si, puis moi, en tout cas, je trouve ça désolant que on arrive à un point dans notre société où on doit avoir des conversations, une conversation de famille, d'une certaine façon, sensible, difficile, mais on n'est plus capable de le faire parce que d'un côté, on a les médias sociaux qui fait que tout est amplifié, puis de l'autre côté, certainement, on ne veut pas blesser, puis on ne veut pas écraser des gens inutilement qui vivent... Qui vivent des problèmes concrets puis réels, puis qui sont pas nécessairement de leur faute. Qui sont pas nécessairement de leur faute. Si tu décides à 38 ans d'avoir une PMA, c'est pas parce que c'était ton premier choix. C'est généralement pas ta première option. C'est ça, justement, et enfin, tu fais bien de le dire, on a souvent du mal à avoir des conversations, un débat qui est équilibré là-dessus, et c'est terriblement crispant, en fait, quand on voit les manifestations, parfois le vocabulaire qui est employé, soit dans les médias, soit par juste des individus qui s'expriment en ligne ou sur les pavés.
ça tire pas forcément vers le haut. Et qu'est-ce qu'on fait, j'ai envie de dire, quand on est dans des situations qui sont crispantes, qui sont sans issue, ou qu'on a l'impression de voir comme sans issue, ou qui sont compliquées, ben, on essaye d'inviter un petit peu de sagesse dans sa réflexion. Oui, et Bon. justement, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent et qui peut-être ont expérimenté ou plutôt bénéficié d'une PMA, qui réfléchissent à la GPA, qui sont en train de grappiller avec ces questions et pour qui justement c'est pas des débats dans les hautes sphères de la réflexion politique, mais c'est quelque chose qui se vit dans les tripes. Comment est-ce qu'on vit en fait cette sagesse-là, c'est-à-dire de réfléchir à ces questions, d'en parler avec les autres et puis aussi d'en parler avec ceux qui sont pas d'accord? Bon, moi, j'ai pas la science infuse, hein. mais petit coquin. Donc, j'ai pas la science infuse, mais c'est vrai que ce dialogue, cette réflexion autour de la gestation pour autrui ou de la procréation médicalement assistée, ça me renvoie en fait à un récit biblique. Un récit qui s'est déroulé autour d'un personnage qui est vraiment un personnage phare de la Bible, Abraham, qui est vraiment une référence pour toutes les grandes religions monothéistes. Et en fait, c'est un récit qui nous parle de GPA. Aussi bizarre que ça puisse sonner. C'est-à-dire qu'il y a de la GPA dans la Bible. Exactement, et dans un des plus vieux textes, parce que c'est le premier livre de la Bible. Alors, je m'explique. Donc, c'est une histoire, évidemment, d'enfantement, donc de femmes. Abraham reçoit, c'est un des fils rouges de cette histoire, une promesse de la part de Dieu, selon laquelle il aurait une descendance. Voilà. Et Abraham est chef de clan. Donc, avoir une descendance, c'est terriblement important. Il était propriétaire de beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que Abraham se fait vraiment, vraiment vieux et la femme avec laquelle il est, Sarai, ne lui a toujours pas donné d'enfant. Et à un moment, Sarai a une idée et elle se tourne vers Abraham et dit « Écoute, tu as une servante, une Égyptienne qui s'appelle Agar. Mon idée, c'est que tu couches avec elle. Elle tombera enceinte et voilà, ta descendance sera assurée. » Alors, Abraham accepte et voilà, Agar, la servante, tombe enceinte. Le problème, c'est que en fait, ça commence à pas aller. En fait, ça commence à sentir le roussi entre Sarah et Agar, et donc Sarah qui voit un petit peu sa place chahutée, disputée, maltraite sa servante Agar, et Agar est renvoyée enceinte dans le désert. Et donc, de premières choses qu'on peut voir dans cette histoire-là, bon, c'est une femme qui porte un enfant pour un couple infertile, donc c'est vraiment un cas de GPA. Hein. Mais il y a deux visions des choses. Une femme qui est prête à accueillir un enfant, mais qui est rejetée dans sa situation d'accueil d'enfant, et une autre femme qui avait toute une série d'aspirations pour sa famille et pour sa société, qui tout à coup voit son monde être chahuté. Agar arrive dans le désert, et là, le texte de la Bible annonce qu'un ange s'adresse à cette femme, et je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais il y a cette phrase qui est prononcée à Agar par l'ange de la part de Dieu. Dieu t'a entendu dans ton affliction. Et ça, je trouve ça bouleversant quand même de se dire, il y a des personnes qui sont dans l'affliction et Dieu les entend. Et il y a un Dieu qui porte un regard compassionnel, qui voit les personnes dans leur affliction. Donc peut-être que nous, dans ces discussions, ou nous, la société plus largement, dans ces discussions, on ferait peut-être bien de voir quelle est la situation à la base, en fait, plutôt que de voir de façon plus théorique ou conceptuelle, même si je comprends que ça compte, hein, de voir de façon théorique et conceptuelle la situation, les implications légales de ces votes en pleine nuit à l'Assemblée nationale, de voir qu'il y a
en fait, à la base, des situations qui sont vécues, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans les tripes d'individus. Et dans l'histoire, moi je me mets à la place, mettons, de Sarah. Même si c'est en plus c'est lié un peu à sa décision, là, c'est elle qui a initié toute cette chose-là. C'est son projet de société à elle ne fonctionne plus non plus. C'est ça, ouais. Et peut-être qu'elle réalise a posteriori, ah ben attends, là, ça c'était pas le plan de Dieu. Là. Il faut retourner au plan, il faut faire le plan. Puis des fois, j'ai l'impression aussi que tu sais, ce qui motive les groupes qui s'opposent à ce genre d'intervention-là, c'est pas contre quelqu'un, mais c'est vraiment de dire, attends, mais c'est pas ça le projet de société, c'est pas ça le plan, c'est pas ça qui est idéal d'avoir une situation où tu as une mère, un enfant sans père ou des choses comme ça. Et du coup, tu es en train de dire que ces personnes-là aussi seraient dans l'affliction par rapport à leur compréhension de l'éthique, de la morale et de comment la société doit fonctionner et qui voient ce projet un petit peu tomber en miettes. C'est ça, exactement. Il y a de l'affliction de part et d'autre, puis le texte ne cherche pas à pointer du doigt, c'est de la faute à qui est-ce qui est dans le groupe, qui est-ce qui est sorti du groupe. Quand Sarah essaye de sortir Agar du groupe, Dieu est en train de dire, toi je te vois, il n'y a personne qui peut sortir quelqu'un du regard de Dieu. Oui, c'est intéressant que tu dis ça parce que l'histoire elle continue. Donc Agar reçoit en fait de la part de cet ange une instruction de revenir à l'endroit d'où elle vient pour qu'on prenne soin d'elle. Hein, c'est ça ce qui est sous-entendu. Effectivement, Agar donne naissance à un garçon qui s'appelle Ismaël. Ismaël grandit, devient un jeune garçon et manifestement, l'histoire nous fait comprendre qu'il était assez bien vu et bien traité, ce qu'on peut évidemment attendre du seul héritier mâle du chef d'un clan. Et là, ça va chipoter, on dit ça au Québec, va déranger de nouveau Sarah. Et donc, il y a un rebelote. Ça va chicoter. Ça va chicoter, ah oui. Ouais. Chez les Africains, chicoter, c'est un autre terme. Ah. Mais, ça vient vraiment profondément de nouveau déranger Sarah. Pourquoi? Parce qu'elle voit qu'en fait, maintenant, c'est sa place dans cette société qui est remise en cause. Et il y a vraiment une scène de véritable conflit. Et elle se tourne vers Abraham. Elle dit, il faut que tu renvoies cette femme. C'est plus possible. Cette femme et son enfant. Abraham... visiblement dépassé par la situation, accède à la demande de Sarah et de nouveau la renvoie dans le désert. Et donc il y a ce deuxième exil de la part de Agar. Et là, il y a quand même une scène assez frappante, assez touchante, parce qu'il nous est dit que elle est éloignée dans le désert, et à un moment, elle manque d'eau, elle ne voit plus d'issue devant elle. Elle laisse son enfant au loin parce qu'elle se dit « mon enfant va mourir ». Mon enfant va mourir. Ensuite, elle se met à crier. L'histoire insiste sur le fait qu'elle crie sa peine et de nouveau, elle crie son affliction. Et un truc mystérieux se passe dans l'histoire parce qu'il nous est dit que Dieu entend, mais Dieu entend l'enfant. Donc non seulement Dieu a un regard sur ces deux femmes, mais aussi sur l'enfant. Et il ne faut surtout pas oublier la présence de l'enfant dans cette histoire. Dieu entend l'enfant, et puis il répond à Agar en lui assurant qu'il la voit et qu'il l'entend aussi. Et Dieu affirme qu'il veut prendre soin d'Agar et de l'enfant. Et ça, je pense que c'est quand même fondamental de se dire que il y a ce regard qui est bienveillant, qui est vraiment ce regard de la part de Dieu qui surplombe toute cette histoire de Agar en fuite. Et puis, en fait, Dieu prend parti à la fois pour Agar et pour Sarah. Dans notre société, on est, je pense, souvent incapable de faire ça, de prendre parti pour les deux. Et puis peut-être de prendre parti pour l'autre, même si il va à l'encontre de ma manière de voir le monde, même si il vient aussi me frustrer dans mes propres désirs. Enfin, c'est quelque chose, en fait, qui va encore plus loin de juste tolérer.
c'est se mettre du côté d'eux, si je comprends bien ce que tu es en train de dire, cette histoire. C'est que Dieu voit Agar, Dieu voit Sarah. Je pense que ça pose un petit peu la question, est-ce que je vois encore l'autre avec qui je suis en désaccord? Et ce qui est ironique dans ce moment présent que l'on vit, c'est que d'une côté, on a l'impression qu'on est super visibles les uns aux autres à travers les médias sociaux. On peut parler on peut s'engueuler avec des étrangers ou avec des membres de la famille sur Facebook, sur Twitter. Il y a plein de manières qu'on se voit. Mais en même temps, une manière aujourd'hui qu'on ne se voit pas, c'est en transformant l'autre non plus en un individu ou une personne, ce que Dieu voit, puis on les transforme en abstraction, en quelqu'un qui fait partie d'un groupe, d'un clan, d'une classe, d'une idée. Et je pense que c'est vraiment ce qui nous permet d'être aussi insupportable sur Internet. C'est qu'on se débat contre des abstractions, on se bat contre des fantômes, on cesse de voir les gens derrière l'écran. Oui, et dans nos réflexions sur ce qui est bien ou sur ce qui n'est pas bien, et en société, c'est parfaitement normal qu'on ait des avis divergents, on oublie aussi assez facilement de voir et de prendre en compte que oui, ma vision de la société, elle va pas forcément être représentée autour de moi de façon parfaite. Et ce que cette histoire sur Agar dans le désert nous indique, je pense, c'était quand même une société qui fonctionnait selon certaines règles. Le plan originel, l'ordre social n'a pas été respecté. C'est-à-dire que le projet familial de ce clan ne s'est pas mis en marche comme il le fallait. Et pourtant, Dieu n'enlève pas sa compassion. Dieu voit avec compassion. Et il nous faut réaliser que, oui, parfois, les choses dans la vie, elles ne sont pas exactement comme on le prévoit. Je pense que, oui, quand une femme décide d'avoir un enfant seul, c'est pas forcément ce qu'elle avait prévu dès le départ. Tous les projets de vie ne sont pas exactement ce qu'on a prévu dès le départ, mais il nous faut nous souvenir que, oui, il y a ce regard de la part de Dieu. Maintenant, ça n'empêche pas le débat, ça n'empêche pas le désaccord, ça n'empêche pas d'exprimer pourquoi est-ce qu'on a des choses à remettre en question ou à remettre en doute. Et je suis sûr que beaucoup, ici, quand on parle de PMA ou de GPA, il s'agit surtout quand on parle de PMA, surtout de femmes. Je pense qu'elles se posent 1 milliard de questions avant de prendre leurs décisions. Et ça, il faut les accompagner, tout comme Dieu accompagne Agar et accompagne Sarah, et pouvoir parler cœur à cœur avec ces personnes. J'aurais jamais cru qu'il y avait finalement un élément de sagesse biblique dans un débat sur la loi de bioéthique, sur la PMA, la GPA. Et pourtant, dès le début de la Genèse, on parle de ces questions-là. Et je pense que ça nous met tous un petit peu face à notre responsabilité de comment avoir un débat avec des enjeux qui nous dépassent et comment aussi se rappeler qu'il y a des personnes derrière. N'hésitez pas, chers auditeurs et auditrices, à nous donner vos points de vue, vos idées, vos réactions. C'est compliqué et c'est tellement beaucoup plus haut que Sagesse et Morito, mais continuons le débat ensemble. Merci en tout cas de nous avoir suivis. It is like a finger pointing away to the moon.